je vais d'abord vous repréciser ce qu'est, pour moi, la santé et la promotion de la santé, parce que je trouve qu'il faut toujours revenir pour savoir de quoi l'on parle, sur les concepts. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, le président du Conseil de l'Ordre des médecins, Le Rich, considérait, lui, la santé comme une absence de maladie. Et vous le constatez encore dans de nombreux endroits, que ce soit à l'école, à l'hôpital, chez les professionnels de santé et dans la population, la santé est souvent synonyme d'absence de maladie. Quelle tristesse! Un capital santé qu'on aurait à la naissance et qui se déliterait tout au long de la vie. Moi, je trouve que ça ne fait pas très envie. Ensuite, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu, et vous la connaissez tous par cœur, la définition de l'OMS, qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Toute une évolution. Alors c'est parfait, ça. On a tous envie d'être dans un état de complet bien-être physique, mental et social. Est-ce que cela vous arrive souvent ? Moi, personnellement, une demi-heure par-ci, une journée par-là, mais rarement plus. Donc, on peut considérer que cette définition de l'OMS est une utopie vers laquelle tendre. Ensuite est arrivé en 1986, ça fait déjà quelques années, plus de 30 ans, la notion de promotion de la santé. Et là, on n'est plus dans un état ou un capital à défendre, on est dans une construction, dans un processus. Et c'est là toute la différence avec ces définitions plus statiques. Le lien avec le bien-être. Alors on voit bien que dès la définition de l'OMS, le lien avec le bien-être est assez direct. Et j'aime assez la définition du Larousse, très généraliste, qui nous dit qu'il s'agit d'un état agréable, déjà, résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Nous rejoignons là les besoins fondamentaux, fort bien décrits tout à l'heure. Je voulais aussi vous faire part, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, de la définition d'Antonovsky concernant la salutogénèse. Vous savez, on a tendance à parler de la fabrication des maladies, la pathogénèse, et encore une fois, on centre sur la maladie. Quand on parle de santé, salut, la salutogénèse, on parle bien là de construire la santé, d'en développer les facteurs protecteurs et bien sûr, quand même de prendre en compte les facteurs de risque. Alors, pour éclaircir un petit peu plus les relations entre les termes éducation à la santé, prévention, protection, promotion, je me permets de vous présenter le schéma que je fournis aux stagiaires de l'École des hautes études de santé publique quand je leur parle de promotion de la santé. En fait, la promotion de la santé ne se résume pas aux actions collectives d'éducation à la santé ou de dépistage. C'est l'ensemble. La promotion de la santé, c'est 5 axes de la Charte d'Ottawa. Et celui que, personnellement, je mets en premier et comme base de tous les autres, c'est la participation communautaire. C'est l'implication de la population concernée. Car, vous le savez très bien, quand on n'est pas impliqué, quand on n'est pas acteur de sa santé, eh bien, on en est spectateur. Et alors, on peut nous faire toutes les recommandations possibles. L'observance n'est pas toujours au rendez-vous parce que c'est de l'injonction. Et on n'aime pas se faire dire ce qu'on a à faire. On préfère le décider nous-mêmes. Donc, voilà pourquoi je place cet axe en premier et comme base de tous les autres. Le deuxième axe de la Charte d'Ottawa, de la promotion de la santé, c'est développer les aptitudes individuelles. Là, on retrouve la classique éducation pour la santé,
et également l'éducation thérapeutique. Ensuite, créer des milieux favorables, on voit bien là l'importance de l'environnement sur la santé des personnes. Et là, on a deux types d'environnements à prendre en compte. Ce sont les environnements physiques, matériels, et les environnements relationnels. Ça s'appelle la protection dans les concepts de promotion de la santé. La protection, c'est l'environnement qui protège la santé des populations. Ensuite, nous allons vers la réorientation des services de santé, du soin vers la prévention. Et là, on le verra tout à l'heure dans les prochaines diapositives. La stratégie nationale de santé insiste fort sur cet axe. Et là, on parle bien de prévention. De prévention de quoi? La prévention, c'est la prévention des risques, la prévention des maladies, la prévention des problèmes. Prévention, on n'est pas dans la promotion. Le 5e axe, c'est des politiques publiques saines. Donc, penser santé dans toutes les politiques, que ce soit le transport, l'agriculture, l'économie, que sais-je, toutes sortes de grands thèmes. Et dans tous les ministères, on devrait penser santé à chaque fois qu'on réfléchit à une mesure. C'est pour cela qu'a été créé en 2015, en France, le Comité interministériel pour la santé, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Le concept de base en promotion de la santé, et il a déjà été évoqué ce matin, c'est l'empowerment. Alors, je n'ai pas de traduction française, si ce n'est l'empouvoirment, mais ce n'est pas très joli. C'est donc un processus, là encore, qui se construit, qui reconnaît, promeut et habilite les personnes dans leur capacité à satisfaire leurs propres besoins, à régler eux-mêmes leurs problèmes, à mobiliser les ressources nécessaires, à se sentir en contrôle de leur propre vie. C'est une infirmière qui a un doctorat en sciences infirmières au Nouveau-Brunswick, Gibson, qui a défini ce concept. Il est donc indissociable de la définition de la promotion de la santé, qui est donc un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. C'est la même différence qu'entre apporter de l'eau aux populations du désert ou leur apprendre à construire un puits. Si on détaille la promotion de la santé à l'école, qu'est-ce que c'est? Pour revenir, et ça rejoindra certains points qui ont déjà été évoqués ce matin, on a, au niveau de la participation des familles, des jeunes et des personnels, vous le savez très bien, hein, si on invite des familles à une soirée sur les addictions ou sur le développement de l'enfant, on aura toujours les mêmes parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas été impliqués dès le départ. On n'aura pas les gens finalement qu'on souhaiterait toucher. Pareil pour les élèves. Les élèves doivent être impliqués dans leur santé, dans leurs apprentissages, dans leur éducation. Et puis, on doit surtout être dans une perspective de coéducation. L'école n'est plus l'institution qui doit compenser, entre guillemets, les faiblesses des familles. Ça a été construit comme ça en France il y a longtemps, mais on ne doit plus du tout être dans cette perspective-là. On est dans une perspective, quelle que soit la famille, quelle que soit l'école, de prendre en compte l'enfant, ses besoins, et autour de l'enfant, on coéduque ensemble. Et qu'est-ce que ça permet? Ça évite un conflit de loyauté pour l'enfant. Parce que l'enfant, quand il est en conflit de loyauté, à votre avis, vers qui va-t-il? Sa famille. Et donc, il ne peut plus apprendre. Donc, cet esprit de coéducation et de collaboration et de respect des familles, quelles qu'elles soient, et de leur expertise, est fondamental. Ça sous-tend bien sûr tout ce qu'on a dit sur la confiance et sur l'implication. On passe ensuite à l'éducation pour la santé. Oh là, j'ai plus que 5 minutes déjà, je dois aller très vite.
Donc ça veut dire l'éducation à l'environnement, le sens des apprentissages, les compétences psychosociales. Les environnements, il s'agit de construire une architecture qui soit favorable à la santé, mais il s'agit aussi d'avoir des environnements relationnels, de bien-être, avec un climat scolaire, une bienveillance et une bientraitance qui sont pensés et mis en œuvre, ce qui permet de faire le lien entre la santé des élèves et la santé des personnels, entre le bien-être des élèves et le bien-être des personnels. Sur l'axe prévention, il s'agit de ne pas attendre d'avoir des situations dégradées, mais d'agir en amont, notamment sur le 0-6 ans, on y reviendra tout à l'heure. Les politiques publiques saines, ça comprend la formation et la recherche. Alors, comment le ministère met-il en œuvre tout cela ? Il y a le Code de l'éducation, où maintenant sont écrits la mission de promotion de la santé. Je vais passer assez vite sur cette diaporama, vous l'aurez bien sûr. Elle dit quand même que tous les acteurs, tous les personnels sont concernés par la promotion de la santé, même si elles sont en priorité assurées par les médecins et les infirmiers. C'est vraiment toute la communauté qui promeut la santé. Nous avons un texte de 2015 et un texte de 2016 sur le parcours éducatif de santé qui prend bien en compte les dimensions éducation, prévention et protection. Alors, depuis 2017, la stratégie nationale de santé, qui est un travail interministériel, a défini comme premier axe la promotion de la santé, dont la prévention, dans tous les milieux de vie et tout au long de la vie. C'est une première. Et elle a défini également, en 5e axe, une priorité spécifique chez l'enfant, l'adolescent et le jeune. Nous pouvons donc nous appuyer sur cette transformation, cette évolution de l'orientation politique pour mener nos actions. Le plan annuel priorité prévention insiste sur 25 mesures phares, dont particulièrement 2 concernent notre école. Il s'agit de mieux construire et mieux coordonner le parcours de santé des enfants avant l'âge de 6 ans. Et là, vous voyez bien, on agit en amont. On espère favoriser l'apprentissage, mais aussi la santé et le bien-être des enfants. Et l'école promotrice de santé, avec des programmes du type Aller bien pour mieux apprendre, qui ont été développés à Lyon, mais aussi sous d'autres formes à Amiens ou ailleurs. Et ces programmes sont à développer, sont dans le plan annuel. Alors, quelques actions qui sont déjà fortement engagées et qui prennent en compte ces 3 dimensions interreliées. La priorité au premier degré, dès l'école maternelle. Vous avez parlé tout à l'heure des fondamentaux. Notre ministre, dans les fondamentaux, inclut lire, écrire, compter, mais aussi respecter autrui. Il développe l'école de la confiance, qui rejoint notre axe Empowerment. Le dédoublement des CP et CE1, on voit bien que là, on est dans la prévention. On est dans devoir fait, on est dans l'accompagnement. L'école à 3 ans, on est vraiment là très en amont dans l'équipement des personnes pour qu'ils aient un contrôle sur leur santé et sur leur vie. On a développé la mallette des parents dans le sens coéducation, c'est-à-dire que c'est un outil qui permet, il est en début, il va être alimenté encore plus, mais il est déjà en ligne depuis septembre, qui permet de donner beaucoup d'informations aux parents sur le fonctionnement de l'école, sur les besoins en termes de scolarité de l'enfant. Ça aborde plein de thématiques, dont la santé et le bien-être. Nous avons aussi le parcours santé, accueil, éducation 0-6 ans, qui doit amener à 100% de visites médicales faites avant 6 ans et qui demande une coordination entre plusieurs professionnels. Nous contribuons tous à la santé de l'enfant. Au niveau individuel, tout type de professionnel contribue. Dans le parcours santé de l'enfant, il y a l'enseignant. C'est différent d'un parcours de soins. Donc on a bien tout le monde. Et toutes les structures, qu'elles soient associatives, institutionnelles, contribuent aussi à cette santé de l'enfant.
Donc, ce parcours santé, accueil, éducation prend en compte tous les intervenants pour améliorer et faire un focus très fort sur le 0-6 ans. Nous sommes bien sûr aussi toujours et de plus en plus dans le cadre d'une école inclusive avec encore une amélioration des dispositifs, PAP, PPS, PAI, vous les connaissez, on va les développer. On est en train déjà de les développer, y compris l'amélioration des conditions des aménagements des conditions d'examen et la formation des enseignants avec une plateforme qui est annoncée en ce moment même lors du séminaire sur l'école inclusive. Une plateforme pour permettre aux enseignants de connaître bien les aménagements pédagogiques possibles en regard des difficultés des élèves. Et puis, je voulais vous parler quand même de la FST médecine scolaire, qui est une nouveauté que nous avons portée très fortement au ministère, à la DGESCO, qui va donc permettre une meilleure prise en compte du déterminant de la santé, de l'école comme déterminant de la santé, et qui va développer l'attractivité de la médecine scolaire. L'école promotrice de santé, pour l'instant, en tant que telle, est au stade d'un comité de pilotage et va se développer. Il y a déjà un groupe de travail qui y réfléchit, mais j'espère bien qu'il va se développer. Voilà, je vous remercie.